bienvenue sur ce plateau du Salon de l'Agriculture. Olivier Babot et moi-même sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Aurélie Trouvé. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheur en agronomie, en économie, et vous êtes responsable du programme agricole de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidence de la République pour la France Insoumise. Vous êtes la première à répondre à nos questions. Olivier et moi avons lancé il y a quelque temps pour nos maisons respectives une plateforme présidentielle, et notre but est d'aider les électeurs à faire un choix en conscience. Donc nous allons écouter ce que vous allez à nous dire sur votre programme agricole. Nous avons posé 5 grands thèmes que nous avions diffusés sur les réseaux sociaux, incitant les tweeters par exemple à venir donner leur avis, poser leurs questions. Et donc vous avez connaissance de ces thèmes, et donc nous allons les travailler ensemble ce matin. Et si vous voulez bien, on va commencer par le premier d'entre eux, qui est le renouvellement des générations agricoles. D'ici à 2030, la moitié des agriculteurs de France seront partis à la retraite. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on ait une agriculture demain? On dépliera ensuite ce thème avec les spécificités de la défiance envers le monde agricole, etc. Alors déjà, comment est-ce que vous, à la France Insoumise, vous proposez de vous adresser aux jeunes populations pour les pousser vers le monde agricole, pour venir alimenter les Français? D'abord, le besoin d'offrir un emploi digne. Je rappelle que dans l'agriculture, on perd chaque année, depuis 30 ans maintenant, à peu près 20 000 emplois agricoles. C'est énorme. Et pourtant, il y a plein de jeunes qui ont envie de travailler la terre, qui ont envie d'élever des animaux, et beaucoup qui sont attirés par ailleurs par une agriculture écologique. Donc c'est d'abord leur donner la possibilité de faire ça, leur donner aussi la possibilité d'avoir des revenus décents avec des prix rémunérateurs. Le problème étant qu'aujourd'hui, la plupart des prix agricoles ne couvrent pas les coûts de production. Et donc, cette diminution progressive des prix agricoles avec des charges de plus en plus importantes, eh bien, ça amène à des revenus qui aujourd'hui ne sont pas acceptables. En l'occurrence, on a 2 gros problèmes en agriculture. Des prix qui font comme ça, parce qu'ils ne sont pas régulés, ou bien trop peu, pour les agriculteurs, et en plus des inégalités entre les revenus très importants, ce qui fait qu'on a un niveau de pauvreté en agriculture extrêmement important. Donc il faut s'attaquer à ça d'abord, et à la question des prix rémunérateurs. Voilà pourquoi nous proposons d'abord des prix planchers qui seraient discutés dans toutes les interprofessions à partir des coûts de revient dans chaque bassin de production. Et ensuite, il faudrait protéger les agriculteurs face à l'aval, aux industries agroalimentaires, à la grande distribution, par des coefficients multiplicateurs, parce qu'aujourd'hui, on a des industries agroalimentaires et de la grande distribution qui sont de plus en plus concentrées et qui font pression sur les agriculteurs. Et les prix planchers concerneraient aussi les importations ? Alors, vous posez une bonne question, c'est comment on fait quand on a du coup des prix plus élevés que l'importation? Eh bien, nous proposons un protectionnisme écologique et solidaire, mais un protectionnisme tout de même, parce que nous pensons qu'effectivement, à partir du moment où on décrète des prix rémunérateurs, eh bien, il faut pouvoir se protéger des importations. Donc, nous proposons qu'il y ait aux frontières, en fait, le refus d'importation de produits avec des prix trop bas, si possible à l'échelle européenne, déjà. Donc ça veut dire aussi d'avoir une position au niveau de la politique agricole commune très forte pour re-réguler les marchés, faire en sorte qu'on re-régule aux frontières européennes, mais aussi qu'on re-régule en France et aux frontières françaises, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un dumping social et environnemental très important à l'intérieur de l'Union européenne. Est-ce que dans ce mécanisme que vous proposez de régulation des prix, vous incluez les thématiques du carbone ? Alors oui, nous incluons la thématique du carbone. Nous proposons d'ailleurs d'aller vers une taxe kilométrique, qui est une façon de prendre en compte la distance et finalement le coût carbone du transport. Donc oui, ça en fait partie. Et nous proposons également que dans ce protectionnisme écologique, eh bien, par exemple, si nous refusons, et nous le proposons, qu'il y ait une interdiction de l'utilisation du glyphosate, donc des produits phytosanitaires, c'est un herbicide, donc des produits phytosanitaires les plus controversés sur la santé humaine aujourd'hui, eh bien nous proposons aussi qu'il y ait un protectionnisme écologique par rapport à ça. Parce qu'évidemment, c'est compliqué de dire aux agriculteurs n'utilisez plus de glyphosate, n'utilisez plus de néonicotinoïdes, etc. si en même temps, eh bien, on importe massivement des produits qui ont été traités avec du glyphosate. Donc en fait, si on veut répondre en fait à l'enjeu écologique, on est obligé aujourd'hui de protéger les agriculteurs aux frontières pour qu'il n'y ait pas cette importation massive, mais aussi protéger les consommateurs. Parce que même si nous n'utilisons plus de glyphosate en France, eh bien, il faudra bien se protéger contre les importations. Pardon Emmanuel. Aujourd'hui, je crois que
un légume et un fruit sur deux qu'on consomme en France est importé. Alors ça veut dire quoi? Que vous mettez des droits pour mettre à égalité les prix si les conditions phytosanitaires sont acceptables. Dans un autre cas, vous interdisez. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de pénurie et d'augmentation des prix? Comment vous faites face à ces deux risques? Alors, il faut un plan de développement massif de la production de fruits et légumes. Alors, vous savez, le problème de la production de fruits et légumes, c'est notamment qu'elle est très intensive en main-d'œuvre. Elle demande énormément de main-d'œuvre. Or, vous savez qu'il n'y a pas de SMIC européen. Nous, on est pour un SMIC à 1 400 € net dans l'Union populaire et avec Jean-Luc Mélenchon. Mais évidemment, si en plus nous augmentons le SMIC et nous faisons en sorte que tous les salariés agricoles soient traités convenablement, eh bien, ça va forcément augmenter les coûts de production encore, et tant mieux, parce que ça sera en traitant correctement les salariés, en traitant correctement les agriculteurs, mais il va bien falloir se protéger contre ce dumping social. Donc, dans le même temps où nous demandons, et nous allons faire tous nos efforts à l'échelle européenne pour qu'il y ait un SMIC bien plus élevé à cette échelle-là, nous allons aussi protéger aux frontières pour que tout produit qui soit importé le soit à un prix qui prenne en considération des conditions salariales qui soient adéquates, qui permettent un revenu digne et décent à chacun. Justement, c'est intéressant, vous parlez des politiques européennes. Le contexte est un peu bouleversé, nos questions, Olivier. L'offensive russe en Ukraine déstabilise les marchés mondiaux, notamment pour les céréales, et remet en lumière la thématique de la souveraineté alimentaire. Comment est-ce que vous concevez cette souveraineté alimentaire au niveau européen, au niveau français? Et est-ce que pour vous, elle est compatible avec les objectifs européens de diminution des productions qui sont incluses dans Farm to Fork? Alors d'abord, l'intérêt de la relocalisation, je crois que ça c'est très important à entendre, c'est que la relocalisation, ça permet d'abord à chaque consommateur de se rendre compte des conditions de production. Quand on mange une tomate qui est produite en Andalousie, sous serre, dans des conditions écologiques et sociales qui sont inacceptables, on ne s'en rend pas compte. Alors que quand c'est un produit à côté de chez soi, on s'en rend compte. Évidemment, la puissance publique, et les élus, nos élus, ceux qu'on a élus, eh bien, ils peuvent directement avoir la main sur ces conditions de production. C'est ça d'abord la relocalisation. Donc il faut absolument relocaliser aussi pour ne pas être dépendant des marchés internationaux. Vous savez, quand il y a eu la flambée des prix agricoles et alimentaires en 2008, et aujourd'hui on est au même niveau quasiment de prix qu'en 2008, eh bien on a été extrêmement dépendant des marchés internationaux. Il faut se défaire de cette dépendance. Donc comment faire? Donc je l'ai dit, par un protectionnisme qui joue sur les prix, mais aussi en ayant des aides qui sont orientées massivement par des aides couplées en fait vers les productions que nous importons trop. Donc les fruits et légumes, effectivement 50% des fruits et légumes aujourd'hui sont importés, c'est pas acceptable, il faut une planification avec un objectif d'autosuffisance en fruits et légumes, mais je pense aussi aux protéines végétales. Aujourd'hui 80% du soja qui est utilisé, vous savez, pour l'alimentation animale, 80% du soja est importé et est OGM puisque nous n'avons pas de capacité de le tracer. Et donc nous avons une dépendance essentiellement à l'Amérique latine, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Ça non plus, c'est pas acceptable. Et puis il y a évidemment d'autres domaines comme ça de produits pour lesquels nous sommes de plus en plus dépendants. Donc il faut un plan avec des objectifs, des aides couplées, une protection aussi aux frontières qui permettent aux agriculteurs de répondre à ces objectifs écologiques et sociaux tout en ne subissant pas une concurrence déloyale. J'aimerais maintenant vous proposer de retourner cette question de la souveraineté alimentaire et de parler des pays qui dépendent aussi de nos productions. On le sait, on ne peut pas cultiver du blé partout. Le bassin méditerranéen est dépendant du blé français pour une bonne partie et compte sur les approvisionnements français. Comment est-ce qu'on répond aussi aux besoins alimentaires de nos voisins du grand bassin méditerranéen qui ne peuvent pas produire eux-mêmes leur blé? Comment est-ce qu'on s'adresse à eux? Est-ce qu'on leur dit maintenant débrouillez-vous, ou est-ce qu'on continue à assurer ce rôle de fourniture? Vous savez, même aujourd'hui, la Banque mondiale, d'ailleurs, elle l'a fait après la flambée des prix de 2008, même la Banque mondiale admet aujourd'hui que le meilleur moyen d'autonomie, de sécurité alimentaire dans les pays du Sud, c'est qu'ils aient les moyens véritablement de développer leur propre agriculture. Pour ça, il faut donner des moyens à ces pays-là, notamment une aide publique au développement qui soit vraiment ciblée vers le développement de cette agriculture-là, une agriculture qui ne soit pas ultra endettée, donc ça veut dire qu'on ne le développe pas pour pouvoir leur fournir nos intrants, mais au contraire pour qu'ils soient indépendants de nos grandes entreprises d'agrofourniture, qui puissent eux-mêmes produire des produits à forte valeur ajoutée.
Donc ça veut dire un grand plan de développement aussi de leurs industries agroalimentaires sur place. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour déjà développer l'autonomie alimentaire de ces pays-là et qu'ils ne soient pas dépendants de l'extérieur. Et ensuite, vous savez, la plupart des agriculteurs dans le monde n'ont même pas un attelage, ils n'ont que des outils manuels. Donc il y a d'énormes marges de productivité dans l'agriculture des pays du Sud. C'est ça d'abord qu'on doit aider. Voilà, c'est le premier levier. Même les institutions internationales aujourd'hui sont là-dessus. Et en tout cas, voilà, il y a une reconnaissance de cela et fort heureusement. Mais justement, peut-être, Olivier, on va inverser ce qu'on avait prévu dans notre déroulement, mais vous parlez de la productivité, vous parlez de l'innovation. C'est un thème aussi extrêmement important pour l'agriculture. Oui. Quelle est pour vous la place de l'innovation dans le futur agricole ? Alors c'est très important, très intéressant de poser la question de l'innovation. Pourquoi l'innovation ? Pour répondre aux grands enjeux. D'abord, l'enjeu de l'emploi, on l'a dit, nous on veut 300 000 agriculteurs en plus. Donc ça veut dire cesser la tendance toujours plus à l'agrandissement des exploitations. Le problème, il est quoi aujourd'hui? C'est qu'on substitue toujours plus de capital au travail en agriculture, toujours plus de machines, donc toujours plus d'endettement des agriculteurs, toujours plus de fragilisation de l'agriculture familiale parce que les exploitations sont de plus en plus compliquées à reprendre parce qu'elles coûtent de plus en plus cher à reprendre. Donc il y a aujourd'hui un problème du mode de développement de plus en plus dépendant donc en machines, en capital, des agriculteurs de plus en plus endettés, des exploitations de plus en plus grandes qui utilisent de moins en moins de travail. Donc déjà, il faut renverser la tendance actuelle à cet agrandissement des exploitations, à cette intensification en capital, au fait qu'on veuille toujours produire plus pour un travailleur agricole, qu'on ait toujours plus de bêtes, de capital, de surface pour un travailleur agricole. Donc ça veut dire un changement complet de paradigme. Et là, je reprends les mots d'un ministre de l'Agriculture qui, lui, a fait les lois des années 60, qui s'appelle Edgar Pisani, qui, justement, a mis en place toutes les lois et toutes les politiques pour aller vers cette augmentation de la production, mais qui, ensuite, a écrit un bouquin qui s'appelle « Le vieil homme et la terre » dans les années 2000 et qui dit « Il faut changer complètement notre façon de voir parce que nous avons le défi de l'emploi, avec un chômage de masse qui, à l'époque, n'existait pas, défi de l'emploi dans l'agriculture, défi de l'indépendance des exploitations par rapport à l'agrofourniture, aux grandes entreprises de l'agrofourniture comme de l'agroalimentaire, et troisièmement, les défis environnementaux. Il y a d'énormes défis environnementaux. Je rappelle par exemple que une grande partie des eaux souterraines, des eaux de surface, sont polluées par des phytosanitaires. Je rappelle que les volumes de substances actives de produits phytosanitaires n'a cessé d'augmenter depuis 20 ans, alors même que l'objectif était de les réduire. Je rappelle qu'il y a aussi énormément d'émissions de gaz à effet de serre, 18% des émissions de gaz à effet de serre du fait de l'agriculture. On a des grands enjeux environnementaux, de moins en moins de haies, de moins en moins de prairies, donc de moins en moins de captage de carbone ou de moins en moins de biodiversité sur les espaces agricoles. Donc il y a d'énormes défis à relever et il faut aider les agriculteurs à les relever. Donc j'arrive à l'innovation. Pour moi, ça n'est pas du tout le plan 2030 proposé aujourd'hui par le gouvernement qui nous dit 3 mots. Robotique, numérique, génétique. Ça n'est pas ça l'agroécologie. L'agroécologie, c'est quoi? C'est le fait qu'au contraire, on fasse en sorte que les exploitations ne soient plus dépendantes de ces intrants, de ces agrofournitures, etc. C'est le fait qu'on utilise les écosystèmes, par exemple par des rotations. Je suis désolée, j'ai un peu dans la technique, mais c'est très bien la technique parfois, c'est intéressant. Pour vous montrer que la modernité, elle est là. Par exemple, des rotations très diverses. Vous savez, c'est une culture différente chaque année. Pour couper les cycles des adventices, pour la qualité des sols, pour beaucoup d'enjeux aujourd'hui, on a besoin de ces rotations très diverses, pas seulement blé, colza, orge. Pour ça, il faut de la technique, il faut de la formation, c'est très moderne, c'est très innovant. Il faut une complémentarité culture-élevage à nouveau au sein des territoires, au sein des exploitations. Il faut réinstaurer des haies, des zones humides pour faire en sorte qu'il y ait à nouveau une lutte biologique sur les exploitations, qu'on utilise davantage la nature pour aider à combattre les maladies, aider à combattre les mauvaises herbes. Il y a un tas de techniques aujourd'hui. Moi, je suis prof dans une école d'agronomie. On a besoin de former les agriculteurs, de former les ingénieurs agronomes à ces techniques agroécologiques parce qu'elles préservent mieux l'environnement, elles endettent moins les exploitations et elles permettent qu'elles soient moins dépendantes des banques et des grandes industries.
Donc pour moi, c'est un énorme enjeu que cette agroécologie et il faut que l'État aide à ça. Oui, c'était évidemment un des thèmes qu'on voulait aborder avec vous, la préservation de l'environnement, la biodiversité, peut-être aussi la contribution des agriculteurs à la captation du carbone et à la lutte contre les émissions. C'est vraiment cette suite de l'innovation. Donc pour vous, l'innovation, c'est finalement de moins en faire. D'aller peut-être dans un système qui ressemble plus à celui qu'on faisait autrefois, c'est ça? Pas du tout. Parce qu'au contraire, ça demande énormément de techniques. Vous demandez un agriculteur en agriculture biologique, vous demandez au CIVAM, c'est-à-dire tout le réseau d'agriculture économe autonome, vous verrez, c'est de la technique énorme, c'est de la formation énorme. Ça demande énormément de progrès, ça demande énormément de recherche. Par exemple, à l'INRA, dans les instituts de recherche, on a besoin de bien davantage d'espaces tests agricoles, de recherche sur cette agroécologie. Et donc oui, il y a des savoir-faire paysans ancestraux, mais pour les reprendre, pour les adapter aux conditions actuelles et aux enjeux, au contraire, il y a besoin d'innovation. Mais c'est un autre type d'innovation. C'est pour ça que je dis, l'innovation, ça dépend comment on l'entend. Ce n'est pas forcément plus de machines, plus de technologies, plus de sélection variétale, ou encore, si on fait de la sélection variétale, c'est en fonction des conditions du milieu. C'est l'adaptation des variétés qu'on utilise aux conditions du milieu. Pour moi, c'est ça l'agroécologie. Et c'est un mode de développement aujourd'hui qu'avait en tout cas mis en avant à travers ce terme de l'agroécologie à l'époque le ministre Stéphane Le Foll. Je considère qu'il n'en a pas mis en œuvre les moyens réels. Et aujourd'hui, on a un immense défi à relever à travers la politique agricole commune parce que c'est l'outil qui peut nous permettre, notamment à travers ces 10 milliards d'aides par an, d'aller vers cela. Alors le thème qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui de la loi Egalim, issue des États généraux de l'alimentation. Vous avez déjà fait allusion au problème évidemment des prix d'achat qui sont liés aussi au prix de vente et liés, comme tout est lié naturellement aussi, à la capacité des agriculteurs à vivre évidemment de leur travail. Alors quel est votre regard aujourd'hui sur le bilan de la loi Egalim? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le prolonger ou résoudre les problèmes qu'ils n'ont pas su résoudre évidemment? Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les syndicats agricoles dans leur ensemble qui tirent un bilan très négatif de la loi Egalim. Elle devait répondre au fait d'avoir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs, de se confronter à la concentration de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Pour cela, il aurait fallu s'attaquer à la régulation des marges dans les industries d'aval. Et dans la grande distribution, ça n'a pas été le cas parce que ce qui a été proposé, c'est une démarche volontaire. En réalité, si on ne passe pas par la contrainte, aujourd'hui, on n'y arrive pas. Si vous voulez, on n'est pas du tout en concurrence libre et parfaite comme on pourrait le penser. Quand on a 5 grandes centrales d'achat qui font l'essentiel des achats alimentaires, quand on a par exemple dans le lait Lactalis qui fait plus d'un quart de la collecte laitière, il n'est pas vrai que les 100 000 producteurs de lait soient à égalité avec Lactalis. Le rapport de force, il est extrêmement déséquilibré. Donc si on n'a pas une contrainte forte, si on n'a pas des prix planchers, et finalement si on ne se confronte pas, y compris au droit de la concurrence français et européen, si on ne remet pas en cause les règles aujourd'hui qui sévissent de ce point de vue-là, on n'y arrivera pas. Nous sommes obligés de nous attaquer au contrôle des marges dans un contexte qui est extrêmement déséquilibré pour les agriculteurs. Donc si on n'a pas des règles très claires, très fortes pour protéger les agriculteurs par rapport à cette grande distribution et à cette grande transformation, on n'y arrivera pas. Je considère que le gouvernement ne s'y est pas attaqué suffisamment. La preuve, c'est que les prix sont loin de s'être améliorés. Ils ne couvrent absolument pas le coût de revient, ce qui fait qu'aujourd'hui, les exploitations agricoles sont ultra dépendantes des aides publiques. Sans aide de la PAC, je peux vous dire que le revenu agricole de plein d'exploitations se retrouve négatif. Ça n'est pas normal. Les agriculteurs ont droit à des prix rémunérateurs. Et à ce moment-là, on pourra faire en sorte que toutes les aides de la PAC soient dirigées entièrement vers des services environnementaux, vers la transition écologique et sociale. Mais pour ça, il faut des prix rémunérateurs et pour moi, la loi Egalim n'y répond pas. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut que les consommateurs acceptent de payer un peu plus cher leur alimentation made in France, dans des conditions, vous l'avez dit, plus sociales, plus environnementales? Est-ce que ça veut dire ça aussi que pour la ménagère, puisque c'est elle qui fait les courses, pardon, c'est un peu, enfin le foyer en tout cas, est-ce qu'il va falloir qu'on paye plus cher notre alimentation? Alors, je dirais que d'abord, ça dépend des produits.
Voilà. Premièrement, je voudrais justement sur la question de l'alimentation, vous avez raison, c'est un défi considérable. Rappelez qu'il y a 8 millions de personnes en France. Sur 65 millions, il y a 8 millions de personnes qui font appel à l'aide alimentaire et ça ne cesse d'augmenter. Donc déjà, il y a un énorme fléau. Il faut répondre absolument aujourd'hui au droit humain le plus fondamental qui est celui de se nourrir de façon suffisante et saine. Parce que par ailleurs, la malnutrition, c'est-à-dire le fait de consommer trop de produits sucrés, salés, ultra transformés, acides gras saturés, etc., c'est très marqué socialement. En fait, la malnutrition, ceux qui la subissent, c'est ceux d'abord qui sont les plus pauvres. Donc, il faut s'attaquer aux deux en même temps, une alimentation suffisante et saine. Donc, comment on s'y prend pour avoir accès à ça? Et est-ce qu'on est obligé de payer plus cher, finalement? D'abord, oui, pour certains produits. Mais ce que nous voulons quand même, c'est bloquer les prix de 5 fruits et légumes essentiels. Ça serait discuté avec les consommateurs, voilà, avec tout un processus démocratique qui permet de fixer des prix bloqués pour 5 fruits et légumes, ça serait discuté avec les producteurs qui auraient néanmoins un prix payé aux producteurs agricoles suffisant, mais avec une régulation très forte des marges qui fait que la grande distribution les vendrait à un prix beaucoup plus raisonnable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous demandons, pour que chacun puisse accéder à l'alimentation, le SMIC à 1400 net et une garantie d'autonomie pour toutes et tous à 1063 €, qui est le seuil de pauvreté. Parce qu'il n'est pas normal de devoir choisir entre se chauffer, se vêtir correctement ou se nourrir. Donc pour ça, il faut que tout le monde puisse gagner 1063 €. C'est la clé, au moins, c'est la clé pour que tout le monde puisse se nourrir de façon suffisante et saine. Et dernière chose qui, pour nous, est essentielle, c'est la restauration collective et la cantine. Vous lisez dans mes pensées, j'allais vous poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour les enfants. Voilà. Parce qu'ils sont les principaux concernés par la restauration collective. Alors qu'est-ce qu'on fait pour eux? Alors vous savez, moi j'ai 2 enfants, voilà, qui ont 8 et 11 ans, donc je vois très bien la question de la cantine, ce que ça représente. Alors moi je souhaite que tout enfant en France, quelle que soit son origine sociale, tout enfant en France ait accès à une alimentation bio, locale, au moins une fois par jour. Donc ça veut dire une cantine, qu'on aille vers une cantine gratuite et qu'on compense les collectivités locales pour ça, une cantine gratuite, 100% bio, 100% locale, en tout cas sur un pas de temps de 5-10 ans. D'accord? Tout le monde. 100% bio, 100% local, avec un rayon évidemment d'approvisionnement. Et là, on répond à notre enjeu que vous m'avez posé, qui est celui du développement de productions comme les fruits et légumes en France, comme des productions pour lesquelles on n'a pas suffisamment de demande. D'accord? Parce que si on dit que toute la production doit être locale, dans la restauration collective, mais aussi pour les hôpitaux, les prisons, etc., eh bien, et si on dit que cette production doit venir d'à côté, eh bien, ça va faire un énorme levier pour les producteurs locaux. Évidemment, si on augmente la demande pour leurs produits, ils vont développer leur production. Parce que le problème, c'est la demande en face. Donc ça va non seulement assurer à chaque enfant en France cette alimentation bio locale au moins une fois par jour, mais ça va permettre aussi aux producteurs locaux de pouvoir développer l'agriculture biologique. Je rappelle qu'en termes de surface, on n'est absolument pas à l'objectif qui était fixé par le gouvernement, qui est 15% de surface en France, 15% de surface en agriculture biologique. Oui, avec Farm to Fork, ça devrait être encore plus fort. Alors d'ailleurs, je ne veux pas dire, mais effectivement, les ambitions de Farm to Fork sont énormes, et tant mieux. En termes écologiques, il faudrait y répondre, on a besoin d'y répondre. C'est des objectifs du Green Deal en fait européen. Vous savez que le gouvernement français, comme d'autres, se sont échinés à ce que nos plans stratégiques nationaux, qui découlent de la politique agricole commune, ne soient pas conditionnés aux objectifs de Farm to Fork. Et ça, c'est un scandale. Donc nous demandons effectivement que toutes les conditions du Green Deal européen qui concernent l'agriculture et l'alimentation soient contraignantes pour tous les pays européens en France dans leur plan d'application de la politique agricole commune. Il y a 10 milliards d'euros d'aides, 10 milliards par an pour la politique agricole commune. Ces aides, parce qu'on n'en a pas parlé de la PAC, mais les aides de la PAC, 10 milliards par an en France, ces aides de la PAC, elles sont versées par hectare. Donc ça veut dire qu'elles avantagent l'agrandissement des exploitations et la hausse des prix du foncier.
elles ne sont pas du tout en fonction, ou quasiment pas en fonction des services environnementaux. Elles ne sont pas versées selon les actifs agricoles, l'emploi agricole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elles n'ont pas de légitimité ni sociale, ni environnementale. Donc ce que nous demandons, c'est une réorientation complète des aides de la PAC, en tout cas très forte, pour servir des ambitions sociales et environnementales, à commencer par un plafonnement des aides par exploitation et un versement par actif agricole, ce qui fait que ça avantagera l'emploi et non pas le capital foncier. Merci beaucoup. Il nous Merci reste à vous. vous remercie d'être venu aujourd'hui. Une petite question, qu'est-ce que vous allez voir au Salon de l'Agriculture quand vous venez? J'ai passé dans plusieurs stands des syndicats agricoles, passé dans des stands d'associations de consommateurs, y compris aussi des stands de réseaux de formation agricole. Vous savez, moi je suis enseignante-chercheuse, voilà, donc je suis aussi très intéressée par la formation et il y a beaucoup de stands, y compris de mes étudiants au Salon de l'Agriculture. Voilà. Merci encore Merci Aurélie à vous. d'avoir répondu à notre invitation et bonne journée à vous. Au revoir. Merci à vous.